Une heure que tous les couples devraient lire. Je revenais à la maison. Ma femme servait le souper. Je lui ai pris la main et lui ai dit « J'ai quelque chose à t'annoncer ». Elle s'assit et mangea tranquillement sans dire un mot. Encore une fois, je vis la peine dans ses yeux. Soudainement, je ne savais plus ouvrir la bouche. Mais je devais lui faire part de ce que je pensais. Je veux divorcer. J'ai soulevé le sujet calmement. Elle n'a pas semblé contrariée par mes paroles. Elle m'a simplement demandé pourquoi. J'ai fui sa question. Elle s'est alors fâchée. Elle lança les baguettes et cria vers moi. « T'es pas un homme !» Ce soir-là, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Elle pleurait. Je savais qu'elle voulait savoir ce qui était advenu de notre mariage. Mais je ne pouvais lui donner une explication satisfaisante. Elle avait perdu mon cœur pour Marie-Ève. Je ne l'aimais plus. J'avais seulement de la pitié pour elle. Avec une énorme culpabilité, je lui fis part de mes arrangements pour le divorce, que je lui léguais la maison, l'auto, et je mettais en jeu 30% de mon entreprise. Elle y jeta un coup d'œil et le détruisit en morceaux. Cette femme qui avait passé 10 ans de sa vie avec moi était devenue une étrangère. J'étais désolée pour elle de ce temps gaspillé, de ressources et d'énergie. Mais je ne pouvais reprendre ce que je venais de lui dire, car j'aimais beaucoup Marie-Ève. Soudainement, elle s'est mise à pleurer très fort devant moi, ce à quoi je m'attendais. Dans le fond, ces pleurs étaient pour moi une délivrance. Cette idée de divorce qui m'obsédait depuis plusieurs semaines me semblait maintenant plus ferme et claire. Le jour suivant, je suis revenue à la maison très tard. Elle les trouvait assises à la table, en train d'écrire. Je n'ai pas soupé et je suis directement allée me coucher et m'endormir aussitôt, car j'étais fatiguée de ma journée mouvementée avec Marie-Ève. Lorsque je me suis réveillée, elle était toujours assise à la table à écrire. Je ne m'en suis pas occupée, je me suis retournée de côté et rendormie à nouveau. Au matin, elle me présenta ses conditions de divorce. Elle ne voulait rien de moi, mais avait besoin d'un mois d'avis avant le divorce. Sa requête était que, durant ce mois, nous devions tous deux se battre pour vivre une vie aussi normale que possible. Sa raison était simple. Notre fils devait passer un examen à la fin de ce mois-là et ne voulait en aucun cas me déranger avec un mariage brisé. C'était parfait pour moi. Mais elle ajoutait autre chose. Elle me demanda de lui rappeler comment je l'avais transporté dans notre chambre nuptiale le jour de notre mariage. Sa deuxième requête était que durant ce mois, je devais la transporter de notre chambre au seuil de la porte tous les matins. Je croyais qu'elle devenait folle. Pour faire de ces derniers jours supportables, j'acceptais son étrange requête. J'avisai Marie-Ève des étranges conditions de divorce. Elle s'est mise à rire et croyait elle aussi que c'était absurde. Marie-Ève me dit avec mépris que peu importe les ruses qu'elle prendrait, elle devait faire face au divorce. Ma femme et moi n'avions plus aucun contact physique depuis que j'avais pris la décision de divorcer. Alors quand j'ai dû la sortir de la chambre le premier jour, nous étions tous les deux maladroits. Notre fils applaudissait derrière nous. « Papa porte maman dans ses bras !» Ces mots m'apportaient de la peine. De la chambre au salon, ensuite à la porte. J'ai marché environ 10 mètres avec elle dans mes bras. Elle ferma les yeux et me demanda doucement de ne pas parler du divorce à notre fils. J'ai fait oui de la tête. J'ai ressenti un étrange sentiment plutôt bouleversant. Je l'ai déposée par terre à l'extérieur de la porte. Elle est partie attendre l'autobus pour le travail.
J'ai conduit seule jusqu'au bureau. Le deuxième jour, tous les deux agissant plus facilement, elle s'appuya sur mon estomac. Je pouvais sentir la fragrance de sa chemise. Je réalisais que je n'avais pas regardé cette femme attentivement depuis un bon bout de temps. Je réalisais qu'elle n'était plus jeune. Il y avait des rides sur son visage, ses cheveux grisonnés. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Pour une minute, je me suis demandé ce que je lui avais fait. Le 4e jour, j'ai ressenti un retour d'intimité. C'est cette femme qui m'avait donné 10 ans de sa vie. Le 5e et le 6e jour, je réalisais que l'intimité ressentie grandissait à nouveau. Je n'ai pas parlé de ceci à Marie-Ève. Il était plus facile de la transporter au fur et à mesure que le mois avançait. Peut-être que ce travail chaque jour me rendait plus fort. Un matin, qu'elle tentait de choisir quoi porter, elle essaya quelques robes mais ne parvenait pas à trouver la convenable. Elle murmura que toutes ces robes étaient devenues trop grandes. Soudainement, je prenais conscience qu'elle avait maigri. Et c'est la raison pour laquelle je pouvais la transporter plus facilement. Ça me frappa. Elle avait enterré tant de peine et d'amertume dans son cœur. Inconsciemment, j'ai atteint et touché sa tête. Notre fils est arrivé à ce moment et a dit « Papa, il est temps de porter maman dehors. » Pour lui, voir son père transporter sa mère dehors était devenu une partie essentielle à sa vie. Ma femme fit un geste à notre fils de venir plus près et le serra très fort. J'ai tourné la tête, parce que j'avais peur en cette minute de changer d'idée. Je l'ai ensuite prise dans mes bras, marchant de la chambre au salon et dans l'entrée. Elle mit ses bras autour de mon cou, tout doucement et naturellement. J'ai tenu son corps serré. C'était comme le jour de notre mariage. Mais sa maigreur me rendait triste. Le dernier jour, lorsque je l'ai prise dans mes bras, je pouvais à peine bouger d'un pas. Notre fils était parti pour l'école. Je la tenais fermement et lui dis « Je n'avais pas remarqué que notre vie avait manqué d'intimité. » Je conduisis jusqu'au bureau. Rapidement, je sautai hors du véhicule, sans barrer les portes. J'avais peur qu'un seul délai puisse me faire changer d'idée. Je montai les marches. Marie-Ève ouvrit la porte et je lui dis « Désolée Marie-Ève, je ne souhaite plus divorcer maintenant. » Elle me regarda sidérée et me toucha le front. « Fais-tu de la fièvre ?» Je retirai sa main de mon front. « Désolée Marie-Ève, mais je ne divorce pas. » Ma vie de mariage était probablement devenue ennuyeuse parce que ni elle ni moi n'avions évalué les détails de nos vies, mais non parce que notre amour était mort. Maintenant, je réalise que depuis le jour où je l'ai transportée dans notre demeure, le jour de notre mariage, c'était mon devoir de la soutenir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Marie-Ève semblait soudainement comprendre. Elle me gifla violemment et claqua la porte, puis éclata en sanglots. Je redescendis l'escalier et je suis partie. En route, j'arrêtai chez un fleuriste. J'ai commandé un bouquet de fleurs pour mon épouse. La vendeuse me demandait ce qu'elle devait écrire sur la carte. Je souris et écrivis « Je te porterai dehors tous les matins, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Cet après-midi-là, j'arrivai à la maison, fleur à la main, sourire aux lèvres. Je montai les marches à la course pour retrouver ma femme seule dans son lit, morte. Ma femme se battait contre un cancer depuis des mois. Mais j'étais tellement préoccupée avec Marie-Ève que je ne m'en suis jamais aperçue. Elle savait qu'elle allait mourir sous peu. Elle voulait me préserver, peu importe les réactions négatives de notre fils, au cas où nous aurions divorcé. Au moins, aux yeux de mon fils,
Je suis un mari aimant. Les plus petits détails de votre vie sont ce qui compte vraiment dans une relation. Ce n'est pas la maison, l'auto, la propriété, l'argent en banque. Ceci crée un environnement favorable pour la joie, mais ne peut donner la joie à soi-même. Alors, trouvez du temps pour être l'ami de votre époux ou épouse et faites ces petites choses l'un pour l'autre qui créent l'intimité. Réglez vos problèmes, communiquez et soyez heureux. La première fois que je l'ai vu, tout dans ma tête est devenu silencieux. Je vous le dis tout de suite, Neil Hilborn a brisé le cœur de plus de 14 millions de personnes avec le discours que vous êtes sur le point de découvrir. Et je viens de poser les voix et je peux vous dire une chose, j'en fais partie. La première fois que je l'ai vu, tout dans ma tête est devenu silencieux. Tous les tics, toutes les images qui s'actualisent constamment ont tout simplement disparu. Quand vous êtes atteint de troubles obsessionnels compulsifs, vous n'avez pas de moment de tranquillité. Même au lit, je pense. Je verrouille la porte, les mains propres, la porte, les mains propres, la porte. Mais lorsque je l'ai vu, la seule chose à laquelle je pouvais penser était la courbe qui faisait le contour de ses lèvres, ou le cil sur sa joue, le cil sur sa joue, le cil sur sa joue. Je savais que je devais lui parler. Je lui ai demandé 6 fois, en 30 secondes. Elle a dit oui à la première fois, mais aucune tentative ne me paraissait bonne. Alors j'ai dû continuer. Lors de notre premier rendez-vous, j'ai passé plus de temps à trier mon repas par couleur que de manger, et même que d'avoir une putain de conversation avec elle. Mais elle a adoré ça. Elle aimait que je doive l'embrasser 16 fois pour lui dire au revoir, ou 24 fois si on était mercredi.
Elle adorait que ça me prenne une éternité pour rentrer à la maison car il y avait beaucoup de fissures sur le trottoir. Quand nous avons emménagé ensemble, elle a dit qu'elle se sentait en sécurité comme si personne ne nous volerait jamais. Parce que j'avais carrément bien verrouillé la porte. 18 fois. Je regardais toujours sa bouche quand elle parlait, 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 quand elle parlait. Quand elle a dit qu'elle m'aimait, sa bouche se recroquevillait sur les côtés. Le soir, elle était couchée dans son lit. Elle me regardait éteindre toutes les lumières et allumer. Jour-nuit, 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 jour-nuit. Elle fermait les yeux et imaginait que les jours et les nuits passaient devant elle. Certains matins, je l'embrassais pour lui dire au revoir, mais elle partait rapidement parce que je la mettais en retard pour le travail. Quand je me suis arrêté devant une fissure sur le trottoir, elle a juste continué à marcher. Quand elle a dit qu'elle m'aimait, sa bouche formait une ligne droite. Elle m'a dit que je lui prenais trop de son temps. La semaine dernière, elle a commencé à vivre chez sa mère. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais dû me laisser m'attacher à elle, que tout ça était une erreur. Mais comment est-ce que ça peut être une erreur alors que je n'ai pas besoin de me laver les mains après l'avoir touché? L'amour n'est pas une erreur. Ça me brise qu'elle puisse se détacher de tout ça et que moi, je n'y arrive juste pas. Je ne peux pas sortir et rencontrer de nouvelles personnes parce que je pense toujours à elle. D'habitude, quand je suis obsédé par des choses, je vois des germes s'infiltrer dans ma peau. Je me vois me faire écraser par une succession interminable de voitures. Elle était la première belle chose sur laquelle je bloquais. Je me levais tous les matins en pensant à la façon qu'elle avait de tenir le volant, à sa manière d'utiliser le robinet de la douche comme si elle ouvrait un coffre-fort, et sa façon de souffler sur les bougies, souffler sur les bougies, souffler sur les bougies, souffler sur les bougies, souffle. Maintenant, je pense juste à qui d'autre l'embrasse. Et je ne peux pas respirer en pensant qu'il l'embrasse qu'une fois et qu'il s'en fiche de savoir si c'est parfait. Je veux tellement qu'elle revienne, tellement que je laisse la porte ouverte et que je laisse la lumière allumée. C'est presque flippant de réaliser le nombre de points communs que j'ai avec Neil Hilborn. Mais j'imagine que vous arrivez aussi à vous identifier à ce genre de comportement obsessif. Et d'où vient-il? Ça s'appelle déjà le trouble obsessionnel compulsif. Et ça consiste à avoir énormément de pensées, comme tout le monde d'ailleurs, qui vont dans tous les sens, comme tout le monde d'ailleurs. Le problème, c'est que si vous croyez à la véracité de vos pensées, vous êtes mal barré parce que vous pensez tout et n'importe quoi dans une journée. Et inconsciemment, vous vous associez à certaines pensées en les jugeant « Ah, ça c'est vrai, ah ça c'est vrai ». Mais si par exemple, vous avez plein de pensées de merde et que vous vous associez à ces pensées, que vous acceptez cette pensée comme la réalité pour vous, ça peut que être compliqué. Donc la solution n'est pas la gestion des pensées, mais la solution est votre réaction face à ces pensées. Parce que ces pensées génèrent des émotions. Et si vous êtes capable de rester assis sans bouger alors que vous avez une émotion forte qui prend le dessus sur vous, à ce moment-là, vous êtes au contrôle de qui vous êtes et pas contrôlé par justement ces idées, ces pensées qui passent comme ça et qui vous prennent avec. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le livre Motivation, Guide de survie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Tuer le confort, votre vie en dépend, c'est dans la description, ça se passe. Et j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que ce matin, moi je me lève, je reçois un appel, je vois que c'est ma mère, je réponds. Oui, allô maman? Elle me dit oui, allô mon chéri, mon petit chéri, c'est toi? Chouchou, ok. Alors j'étais sur YouTube, je scroll down, et après je vois une vidéo, c'est marqué Sony escroc point d'interrogation, agent entrepreneur, j'ouvre la vidéo, et là, je vois que ce jeune homme raconte, il s'appelle Philippe d'ailleurs, il raconte tous vos secrets de la réussite. Je dis, c'est impossible maman, il n'y a pas de secret à la réussite, mais je vais m'en occuper, je raccroche. Et là, je demande à Ludovic de vite allumer les lumières pour vous dire quelque chose. Allez faire un petit clin d'œil à Philippe qui essaie de faire décoller sa chaîne. C'est juste un petit kiff de donner un peu de force aux gens qui nous entourent. Donc si ça vous intéresse, son analyse qui manque de contenu mais qui est juste sur certains points, allez-y, j'ai plus d'air putain. Et au prochain épisode. L'opinion que les gens ont de vous n'a pas à devenir votre réalité. Salut, je suis Katia et aujourd'hui, je vais te raconter la plus triste histoire de ma vie qui a fait tout basculer pour moi. Cette histoire a commencé il y a 4 ans. À cette époque, j'étudiais encore au collège et un soir, assise devant mes devoirs de maison, j'ai reçu un message d'une connaissance à ma mère. Il m'a demandé comment j'allais, s'intéressait à mes plans futurs. Il s'appelait Vlad et a longtemps vécu à Paris.
J'étais donc intéressée par la conversation avec lui et je voulais en savoir plus sur la France. C'est ainsi que tout commença. On s'écrivait presque tous les jours et on avait parfaitement trouvé un langage commun, malgré la différence d'âge. Avec le temps, il a commencé à m'envoyer des émoticônes avec des cœurs et des bisous. Pour moi, ce fut une surprise et en même temps, j'étais très gênée. Je ne savais pas comment réagir à cela, car je n'avais jamais eu de petit ami auparavant. Après un certain temps, il m'a déclaré ses sentiments. J'ai réalisé que c'était réciproque, bien que j'avais du mal à me l'admettre moi-même. Le jour de son anniversaire, je lui ai écrit que je l'aimais aussi, et que je voulais qu'on soit ensemble, même si ce serait que par internet pour l'instant. Vlad en était fou de bonheur, pratiquement au 7e ciel. Nous échangeons des SMS internationaux coûteux, puisque j'étais souvent en classe et je n'avais pas accès à internet mobile. Plus le temps passait, plus je comprenais que notre histoire n'était plus qu'une blague et révélait du sérieux. Ainsi, nous avions commencé à planifier notre avenir. Il proposa de déménager chez lui, après le collège, et m'inscrire dans une université française. Vlad voulait tout raconter à maman, mais j'avais peur de ce qu'elle penserait. Peut-être qu'elle nous dirait de continuer notre relation à distance. Finalement, nous nous sommes appelés par Skype, et nous lui avons tout raconté. Bien sûr, ma mère était choquée de la nouvelle, mais elle ne s'est pas mise entre nous. Et jusque-cela, je lui suis reconnaissante jusqu'à présent. J'ai commencé à apprendre de façon indépendante le français. J'avais tellement envie de vivre avec Vlad qu'après mes efforts, en une année de langage, je comprenais passablement les français. Voilà qu'après une année et demie, vint le moment de notre première rencontre. Ce fut en été. Nous avons loué une maison au bord du lac et c'est là que nous nous sommes vus pour la première fois. Je me souviens encore du choc et de la joie, mais lorsque nous nous sommes embrassés pour la première fois. Vlad était très timide, pendant que moi je voulais l'embrasser et ne plus le lâcher. Nous avions passé de très bonnes vacances. On a beaucoup marché, discuté de tout, on s'est étreint et embrassé. Bref, nous avons profité de notre rencontre. Puis il est reparti en France, mais j'avais la ferme conviction que nous nous reverrons. Et c'est ce qui s'est passé lors de mes prochaines vacances scolaires. J'ai pris un vol pour Paris à la rencontre de mon chéri. Pendant mon séjour, nous nous sommes promenés au centre-ville, dans les parcs, et avons fait une croisière sur la Seine. Nous avions même accroché un cadenas portant le mention « Katia plus Vlad égale amour », comme le faisaient beaucoup de couples amoureux. Au passage, le cadenas est toujours là. Nous nous sommes revus plusieurs fois pour vérifier. Il faut dire que nous étions bien ensemble. Nous nous sommes jamais disputés, nous n'avons jamais eu des injures l'un envers l'autre. Après plusieurs mois d'absence, nos vacances communes étaient comme un paradis sur terre. M'aimait beaucoup et c'était réciproque. Une fois, je suis venue à Paris pour l'été, et ce fut le meilleur été de ma vie. Nous vivions ensemble et profitions de chaque minute passée à nos côtés. Le dernier jour avant mon départ, nous sommes allés nous promener le soir à Paris. Assis sur les bords de la Seine, nous nous sommes embrassés et nous avons contemplé le beau coucher de soleil. En souvenir de cette journée, j'ai acheté un porte-clés à l'image de la Tour Eiffel et je le garde toujours avec mes clés. J'ai enfin terminé mes études et je prévoyais de déménager comme prévu pendant l'été, c'est-à-dire immédiatement après avoir reçu mon certificat d'études. Mais le voyage fut reporté et reporté. Vlad était tout le temps occupé, ainsi nous nous sommes pas vus pendant 9 mois. Il a soudainement perdu son emploi. Mon déménagement a de nouveau été reporté à un délai inconnu. Et fatigué, l'attente interminable et du report de voyage, j'ai décidé de rompre. Nous avons ainsi rompu après 3 ans de relation. Par la suite, je me suis mise à fond au travail, mais le sentiment d'avoir commis une terrible erreur m'a pas quitté. 5 jours après notre rupture, je l'ai appelé, l'informant que je viendrais à Paris, afin qu'on puisse se voir et tout arranger. J'ai alors acheté le billet, loué un appartement pour nous. Quelques jours plus tard, j'étais effectivement à Paris, et Vlad m'a rencontré à l'aéroport. Ensemble, nous avons passé 10 jours simplement magiques. La réconciliation était activée. J'étais à 100% sûre que tout irait bien, et le plus que tout, je ne voulais pas le quitter et repartir de Paris. Après mon retour à la maison, j'ai décidé de prendre en charge le déménagement moi-même, et ensuite nous essayerons de résoudre ensemble tous les problèmes. Malheureusement, ce plan est parti à l'eau. À peu près quelques semaines plus tard, j'ai également perdu mon travail, et ce fut la dernière goutte. Tout s'est effondré, tous nos projets étaient mis à l'eau, le déménagement est devenu impossible. En conséquence, nous nous sommes à nouveau séparés, mais cette fois-ci, pour toujours. C'est triste de se rendre compte que tout était fini, que nous ne nous reverrons plus jamais, ne nous tiendrons plus la main, ne nous souhaiterons plus bonjour et bonne nuit. Mais à vrai dire, est-ce nécessaire? Je me sens encore avec la chaleur de toutes nos vacances, de toutes les soirées passées ensemble, des voyages, des autres choses agréables. Et Vlad, je sais que tu regardes cette vidéo, sois heureux et je te souhaite sincèrement. C'est dommage que notre histoire n'a pas eu de suite. Quant à vous, chers spectateurs, si vous avez aimé mon histoire, alors likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Salut, je m'appelle Diane, mais tous mes amis m'appellent Dia. Et je suis ici pour vous partager ma folle histoire d'amour. J'ai toujours été fan des comédies romantiques. Quand j'étais enfant, je regardais des films comme Twilight et j'étais impatiente de rencontrer mon Edward. Même si j'étais une romantique dans l'âme, je ne suis sortie avec personne au lycée.
Je suis reine de beauté, donc je n'ai jamais manqué d'admirateurs, mais mes parents sont très religieux et ne voulaient pas que je fréquente quelqu'un avant d'avoir fini mes études. J'ai grandi dans un environnement catholique strict et mes parents voyaient le sexe avant le mariage comme un péché. Ma mère était terrifiée que je tombe amoureuse d'un garçon, qu'il me corrompe et que j'ai 3 enfants à 17 ans. Ça ne m'embêtait pas de ne pas avoir de petits copains, car je n'avais jamais rencontré quelqu'un que j'aimais assez. Je savais que mon Edward Cullen se trouvait quelque part. Mais je n'avais aucune idée d'où et de quand j'allais le rencontrer. Ma mère voulait tout contrôler parfois. Elle s'inquiétait que je sorte avec quelqu'un dans son dos. Je l'ai vu à plusieurs reprises regarder dans mon téléphone qu'il n'y ait pas de message de garçon. Un jour, elle est devenue dingue qu'un garçon qui s'était mis avec moi pour faire un projet de classe m'envoie un texto pour qu'on se voie. Je lui ai expliqué que c'était pour l'école et elle a carrément appelé mon prof et a insisté pour qu'à l'avenir, je sois mise uniquement avec une fille. C'était tellement gênant. C'est seulement quand j'ai terminé le lycée et que je suis partie à l'université que j'ai commencé à réfléchir à l'homme de mes rêves. Mes colocataires m'avaient appelée Cendrillon, car à chaque fois qu'ils frappaient à ma porte de chambre, il y avait souvent une comédie romantique en bruit de fond. Sans mes parents stricts pour me réprimander, j'ai commencé à sortir plus avec mes amis. Je savais que mes parents ne voulaient pas que j'aie un rencard avant d'avoir fini mes études, et même si j'étais une véritable romantique, je n'avais pas l'intention de rencontrer un homme maintenant. Tout a changé le soir où j'ai rencontré Cédric. J'étais à une fête quand il est venu vers moi, m'a dit que j'étais belle et a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. J'étais flattée donc j'ai accepté. On a fini par parler une grosse partie de la soirée et il m'a fait ressentir plein de papillons dans le ventre. À la fin de la soirée, Cédric m'a proposé mon premier encart. Je l'appréciais et je voulais le connaître. Donc j'ai dit oui. Il se trouve qu'on avait beaucoup en commun. On s'entendait si bien et les papillons dans le ventre s'intensifiaient. J'appréciais beaucoup Cédric, mais je savais aussi qu'il était musulman. La religion de quelqu'un ne me dérange pas du tout, mais ma mère est vieille école et est très anti-islamique. Je ne veux pas que vous pensiez que ma mère est quelqu'un de mauvais. Elle ne l'est pas. C'est juste une vieille qui se laisse emporter parfois, et elle a de fausses idées sur les musulmans. Les mois suivants, on a continué à se voir, et mes sentiments pour Cédric grandissaient. Puis un jour, il est venu chez moi avec un bouquet de roses rouges et m'a demandé d'être sa petite amie. C'était tellement romantique. J'ai tout de suite dit oui. Cédric m'a présenté à sa famille. Ils étaient tous adorables et accueillants. Ils se fichaient que je n'étais pas musulmane, car ils voyaient que je rendais Cédric heureux et que c'était ce qui importait. Soudainement, tout paraissait si réel. Maintenant, je devrais dire à ma mère que j'avais brisé la règle du pas de rencard avant la fin des études. Et avec un musulman, plus j'y pensais, plus je paniquais. Mais je savais qu'il fallait que je parle de Cédric à mes parents. Je suis rentrée pour le week-end et au moment du dîner, j'ai rassemblé mon courage pour leur parler de lui. Ma mère a totalement paniqué. Elle était si en colère qu'elle a brisé son vase favori, puis me l'a reproché. Elle a ensuite couru en haut, pleurant à chaudes larmes. Mon père était plutôt détendu. Il m'a enlacée et m'a dit d'écouter mon cœur. Il a dit que ma mère avait besoin de temps pour accepter. Puis il m'a raconté comment il a rencontré ma mère. Ses parents ne l'avaient pas du tout aimée. Mais quand ils ont appris à la connaître, ils ont compris que c'était quelqu'un de bien. Le matin suivant, ma mère refusait de me parler et c'était très maladroit. Elle parlait à mon père comme si je n'étais pas dans la pièce. Elle a bu un mug entier de café sans même tenir compte de ma présence. Je n'en pouvais plus, alors je suis partie plus tôt. Ça a pris 3 semaines avant que ma mère me reparle. Puis 1 mois de plus avant qu'elle arrête de raccrocher quand je parlais de Cédric. Après 2 mois, elle a fini par m'autoriser à amener Cédric pour qu'elle le rencontre. Je ne peux même pas vous dire comme ça me stressait. Sur la route, je paniquais. Et Cédric me calmait. Il m'a dit qu'il m'aimait de tout son cœur. Et que notre famille et amis nous acceptent ou pas, c'est leur choix. Et malgré tout, que ses sentiments pour moi ne changeraient pas. J'ai compris qu'il avait raison. Si ma mère ne pouvait pas accepter mon choix d'être avec Cédric, peu importe sa religion, eh bien ce serait son problème, pas le mien. Cédric me rend heureuse, et personne ne devrait avoir à renoncer au bonheur pour faire plaisir aux autres. En accompagnant Cédric à l'intérieur, je tremblais littéralement d'angoisse. À ma surprise, ma mère était polie avec lui. C'était surtout mon père qui parlait, mais ma mère ne disait rien de méchant, et elle avait fait une délicieuse charlotte aux fraises pour l'occasion. À quelques reprises, elle a posé des questions personnelles sur sa religion qui m'ont fait grimacer. Mais il lui souriait simplement,
et répondait du mieux qu'il pouvait. J'ai compris que c'était quelque chose de compliqué pour ma mère et j'étais contente de l'effort qu'elle faisait. Avant de partir, je suis allée vers ma mère pour lui chuchoter « merci » à l'oreille et lui fis une bise sur la joue. Ça a pris du temps, mais ma mère a fini par accepter Cédric. À ma fête d'anniversaire de mes 19 ans, elle a fait l'effort de lui parler et l'a même présenté comme mon petit ami aux autres membres de la famille. Ça me rendait si heureuse de voir les efforts qu'elle faisait et je voyais comme ça rendait Cédric heureux aussi. Vous vous demandez si j'envisage de changer de religion pour lui? Oui, bien sûr, comme Bella dans Twilight. Je suis prête à tout sacrifier, juste pour prouver que mon amour est inconditionnel. J'ai rencontré l'homme de mes rêves et je ne le laisserai pas partir. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je sais que tant que Cédric est à mes côtés, tout sera génial.